À la fin du XIXe siècle, le monde change définitivement de cap. Entre 1870 et 1914, les grandes puissances européennes entament une expansion accélérée qui transforme l'équilibre mondial. Cette période est connue sous le nom de « le nouvel impérialisme ». Et non, ce n'était pas un phénomène improvisé. L'Europe était profondément industrialisée. J'avais besoin de matières premières. Elle avait besoin de nouveaux marchés et de routes commerciales sécurisées pour soutenir sa croissance. L'Afrique et l'Asie sont devenues les principales cibles. Le processus s'intensifie à partir de 1880. En 1885, la conférence de Berlin établit les règles du partage de l'Afrique. Les puissances européennes ont tracé les frontières avec un dirigeant sur la carte, sans égard aux populations locales. Ils ont divisé un continent sur la base d'intérêts stratégiques et économiques. La Grande-Bretagne cherchait une connexion territoriale continue, du Caire au Capitaine la France tentait de construire un empire horizontal traversant l'Afrique d'Ouest en est. L'Allemagne, unifiée en 1871, entre tardivement dans la course, mais rapidement. La Belgique, sous le contrôle direct du roi Léopold II, a pris le Congo. Il y instaura un système d'exploitation extrêmement violent, qui marqua l'un des épisodes les plus durs du colonialisme européen. Avant l'occupation, vint l'exploration. Entre 1850 et 1870, des explorateurs comme David Livingstone ont parcouru l'Afrique centrale, à la recherche des sources du Nil. En 1871, le journaliste Henry Morton Stanley découvre Livingstone sur le lac Tanganyika. Une rencontre qui symbolisait l'intérêt de l'Europe pour le cœur africain. Plus tard, Stanley travaillera pour Léopold II, contribuant directement à la colonisation du Congo. En Asie, le processus a suivi une logique similaire. La Grande-Bretagne a annexé la Birmanie. La France a consolidé sa domination en Indochine, en occupant le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La Chine, politiquement affaiblie, est divisée en zones d'influence. En 1898, les États-Unis entrent sur la scène internationale, après avoir vaincu l'Espagne et occupé les Philippines. À mesure que cette expansion progressait, les tensions augmentaient. En 1898, l'incident de Fashoda s'est produit. Les forces britanniques et françaises étaient sur le point d'entrer dans une guerre ouverte. En Afrique australe, la guerre des Boers marque un autre tournant. La Grande-Bretagne faisait face à des colons d'origine hollandaise pour le contrôle de l'or. C'était un conflit moderne, avec des tactiques d'usure, et le recours aux camps de concentration. Pendant ce temps, en Inde, la domination britannique avait déjà déclenché une rébellion majeure. Après la répression des Sipais, l'Inde fut directement administrée par la couronne britannique, consolidant ainsi son rôle de pièce maîtresse de l'Empire. L'impérialisme n'était pas seulement justifié par des intérêts économiques ou stratégiques. Elle s'appuyait également sur une idéologie qui parlait de civilisation, de progrès, et de mission culturelle. Cependant, en pratique, l'objectif principal n'était qu'un seul, le contrôle total des territoires et des ressources. Le développement technologique a joué un rôle décisif. Les progrès de la navigation, de l'armement, et des transports, ont permis aux puissances européennes de projeter leur puissance à l'échelle mondiale, avec une efficacité jamais vue auparavant. De cette façon, l'Europe a construit de gigantesques empires qui s'étendaient sur plusieurs continents. Mais ce même processus a généré une augmentation constante des rivalités. La compétition pour les territoires, les ressources, et le prestige international, accumulaient des tensions qui, avec le temps, finiraient par déclencher un conflit d'ampleur mondiale. En 1914, cet équilibre instable fut rompu.
Et le monde est entré dans une nouvelle phase, marquée par la guerre totale. Alors que l'Europe consolidait sa domination mondiale, le contrôle des points stratégiques devenait essentiel. L'un de ces endroits clés était l'Égypte. En 1869, le canal de Suez est inauguré. Un ouvrage fondamental qui reliait la Méditerranée à l'océan Indien. Cet itinéraire réduisait drastiquement le voyage en Inde, le joyau de l'Empire britannique. Pour cette raison, en 1875, la Grande-Bretagne a acheté les parts égyptiennes dans le canal, assurant ainsi son influence dans la région. La situation devient instable en 1882. Lorsqu'éclate une révolte nationaliste. La Grande-Bretagne est intervenue militairement, a occupé le pays, et a établi un contrôle qui, en pratique, a été total pendant des décennies. Depuis l'Égypte, l'intérêt britannique s'est étendu vers le sud, en suivant le cours du Nil. Le Soudan devient alors un théâtre de conflit. En 1881 commença la rébellion du Mahdi. Un mouvement religieux et politique qui a réussi à vaincre les forces britanniques. En 1885, Khartoum tomba, et le général Charles Gordon fut assassiné. Pendant des années, le Soudan échappait au contrôle britannique. Jusqu'à, en 1898. Le général Kitchener mena une campagne décisive. Lors de la bataille d'Omdurman, les forces anglo-égyptiennes ont définitivement vaincu l'État mahdiste, en récupérant le territoire. Cette avancée vers le sud avait un objectif clair, consolider la ligne stratégique qui reliait le Caire à l'Afrique australe. Cependant, toutes les puissances n'ont pas accepté cette domination, sans opposition. En Afrique de l'Ouest et centrale, la France progressait également rapidement. Le Sénégal est devenu leur base principale. Surtout après l'administration de Louis Faidherbe, qui, dans les années 1850, consolida le contrôle français et stoppa l'expansion des dirigeants locaux. La France avait un rêve, bâtir un empire continu, de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Mais cette ambition était directement en conflit avec les intérêts britanniques. L'affrontement le plus critique a eu lieu en 1898. À Fashoda. Là, les expéditions de marchands, du côté de la France, et de Kitchener, du côté de la Grande-Bretagne, se rencontrèrent face à face dans le Haut-Nil. La tension était maximale. Pendant des semaines, le monde était au bord d'une guerre entre deux géants. Finalement, la France a décidé de se retirer. Éviter un conflit ouvert, et reconnaître la suprématie britannique dans la région. Cet épisode fut un tournant, qui, des années plus tard, allait changer les alliances en Europe. Pendant ce temps, en Afrique australe, la situation continuait à s'embraser. La découverte de l'or au Transvaal, en 1886, a intensifié la cupidité britannique. Les tensions avec les colons Boers, descendants des Hollandais, ont conduit à une guerre sanglante entre 1899 et 1902. La Grande-Bretagne a utilisé des tactiques de guerre totale. Destruction de fermes, et création de camps de concentration pour civils. Finalement, l'Empire a réussi à s'imposer, consolidant sa domination sur l'Afrique du Sud. Dans le même temps, la France restait inarrêtable au nord. L'Algérie a été progressivement conquise, mais c'est en 1871 que débute une colonisation structurée. En 1881, ils établirent un protectorat en Tunisie. Et plus tard, en 1912, ils consolidèrent leur contrôle sur le Maroc. En Afrique de l'Ouest, l'expansion a été intense. Du Sénégal, la France a créé un réseau de territoires qui comprenait la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Dahomey. La Grande-Bretagne,
pour sa part, a renforcé sa présence au Nigeria et en Sierra Leone, en sécurisant des enclaves clés pour le commerce mondial. Mais l'impérialisme ne se limitait pas à l'Afrique. En Asie, le processus s'est poursuivi dans la même logique de contrôle et d'expansion. La Grande-Bretagne a consolidé sa domination en Inde après la rébellion de 1857. Et s'est étendue en Birmanie. La France renforce sa présence en Indochine, tandis que la Russie avance en Asie centrale. Et puis, la Chine est devenue la cible de tous. En 1897, l'Allemagne occupe le port de Kiaosho. La Russie s'installe à Port Arthur. La France et la Grande-Bretagne élargissent leurs concessions commerciales. Ce processus a fragmenté la souveraineté chinoise, sans qu'une colonisation formelle soit nécessaire. Mais il y a eu de la résistance. En 1900, la rébellion des Boxers a tenté d'expulser l'influence étrangère. Cependant, une coalition internationale est intervenue militairement et a réprimé le soulèvement, consolidant encore davantage le contrôle sur la Chine. Les États-Unis sont également entrés sur la scène mondiale. En 1898. Après la guerre contre l'Espagne, elle occupa les Philippines, élargissant sa présence dans le Pacifique. À mesure que la carte du monde se remplissait de territoires contrôlés, la possibilité d'une expansion ultérieure disparaissait. Les puissances ne rivalisaient plus seulement pour les terres, elles rivalisaient pour survivre à l'équilibre qui les opposait. Le système impérialiste avait atteint sa limite. Et sous cette apparente stabilité, s'accumulaient les conditions qui conduiraient le monde vers un conflit bien plus grave. Ce que vous venez de voir n'était pas seulement une expansion territoriale. C'était un changement de système. Les puissances européennes n'ont pas agi par hasard. Ils ont agi par nécessité économique, par contrôle stratégique et par projection de pouvoir. L'Afrique et l'Asie n'étaient pas l'objectif final. Ils étaient le terrain d'essai. Chaque territoire occupé accroît la tension. Chaque avancée réduisait l'espace disponible pour les autres. L'équilibre est devenu fragile. Extrêmement fragile. Et lorsqu'il n'y eut plus de territoire à distribuer, la concurrence cessa d'être indirecte. Et c'est devenu direct. C'est ce qui explique la suite. Parce que l'impérialisme n'a pas seulement créé des empires. Cela a créé le scénario parfait pour une guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, le monde change définitivement de cap. Entre 1870 et 1914. Les grandes puissances européennes entament une expansion accélérée qui transforme l'équilibre mondial. Cette période est connue sous le nom de « le nouvel impérialisme ». Et non, ce n'était pas un phénomène improvisé. L'Europe était profondément industrialisée. J'avais besoin de matières premières. Elle avait besoin de nouveaux marchés, et de routes commerciales sécurisées pour soutenir sa croissance. L'Afrique et l'Asie sont devenues les principales cibles. Le processus s'intensifie à partir de 1880. En 1885, la conférence de Berlin établit les règles du partage de l'Afrique. Les puissances européennes ont tracé les frontières avec un dirigeant sur la carte, sans égard aux populations locales. Ils ont divisé un continent sur la base d'intérêts stratégiques et économiques. La Grande-Bretagne cherchait une connexion territoriale continue, du Caire au Capitaine la France tentait de construire un empire horizontal traversant l'Afrique d'Ouest en est. L'Allemagne, unifiée en 1871, entre tardivement dans la course, mais rapidement. La Belgique, sous le contrôle direct du roi Léopold II, a pris le Congo. Il y instaura un système d'exploitation extrêmement violent,
qui marqua l'un des épisodes les plus durs du colonialisme européen. Avant l'occupation, vint l'exploration. Entre 1850 et 1870, des explorateurs comme David Livingstone ont parcouru l'Afrique centrale, à la recherche des sources du Nil. En 1871, le journaliste Henry Morton Stanley découvre Livingstone sur le lac Tanganyika. Une rencontre qui symbolisait l'intérêt de l'Europe pour le cœur africain. Plus tard, Stanley travaillera pour Léopold II, contribuant directement à la colonisation du Congo. En Asie, le processus a suivi une logique similaire. La Grande-Bretagne a annexé la Birmanie. La France a consolidé sa domination en Indochine, en occupant le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La Chine, politiquement affaiblie, est divisée en zones d'influence. En 1898, les États-Unis entrent sur la scène internationale, après avoir vaincu l'Espagne et occupé les Philippines. À mesure que cette expansion progressait, les tensions augmentaient. En 1898, l'incident de Fashoda s'est produit. Les forces britanniques et françaises étaient sur le point d'entrer dans une guerre ouverte. En Afrique australe, la guerre des Boers marque un autre tournant. La Grande-Bretagne faisait face à des colons d'origine hollandaise pour le contrôle de l'or. C'était un conflit moderne, avec des tactiques d'usure, et le recours aux camps de concentration. Pendant ce temps, en Inde, la domination britannique avait déjà déclenché une rébellion majeure. Après la répression des Sipahs, l'Inde fut directement administrée par la couronne britannique, consolidant ainsi son rôle de pièce maîtresse de l'Empire. L'impérialisme n'était pas seulement justifié par des intérêts économiques ou stratégiques. Elle s'appuyait également sur une idéologie qui parlait de civilisation, de progrès, et de mission culturelle. Cependant, en pratique, l'objectif principal n'était qu'un seul, le contrôle total des territoires et des ressources. Le développement technologique a joué un rôle décisif. Les progrès de la navigation, de l'armement, et des transports, ont permis aux puissances européennes de projeter leur puissance à l'échelle mondiale, avec une efficacité jamais vue auparavant. De cette façon, l'Europe a construit de gigantesques empires qui s'étendaient sur plusieurs continents. Mais ce même processus a généré une augmentation constante des rivalités. La compétition pour les territoires, les ressources, et le prestige international, accumulaient des tensions qui, avec le temps, finiraient par déclencher un conflit d'ampleur mondiale. En 1914, cet équilibre instable fut rompu. Et le monde est entré dans une nouvelle phase, marquée par la guerre totale. Alors que l'Europe consolidait sa domination mondiale, le contrôle des points stratégiques devenait essentiel. L'un de ces endroits clés était l'Égypte. En 1869, le canal de Suez est inauguré. Un ouvrage fondamental qui reliait la Méditerranée à l'océan Indien. Cet itinéraire réduisait drastiquement le voyage en Inde, le joyau de l'Empire britannique. Pour cette raison, en 1875, la Grande-Bretagne a acheté les parts égyptiennes dans le canal, assurant ainsi son influence dans la région. La situation devient instable en 1882. Lorsqu'éclate une révolte nationaliste. La Grande-Bretagne est intervenue militairement, a occupé le pays, et a établi un contrôle qui, en pratique, a été total pendant des décennies. Depuis l'Égypte, l'intérêt britannique s'est étendu vers le sud, en suivant le cours du Nil. Le Soudan devient alors un théâtre de conflit. En 1881 commença la rébellion du Mahdi. Un mouvement religieux et politique qui a réussi à vaincre les forces britanniques. En 1885, Khartoum tomba, et le général Charles Gordon fut assassiné. Pendant des années, le Soudan échappait au contrôle britannique. Jusqu'à, en 1898.
le général Kitchener mena une campagne décisive. Lors de la bataille d'Omdurman, les forces anglo-égyptiennes ont définitivement vaincu l'État mahdiste, en récupérant le territoire. Cette avancée vers le sud avait un objectif clair, consolider la ligne stratégique qui reliait le Caire à l'Afrique australe. Cependant, toutes les puissances n'ont pas accepté cette domination, sans opposition. En Afrique de l'Ouest et centrale, la France progressait également rapidement. Le Sénégal est devenu leur base principale. Surtout après l'administration de Louis Faidherbe, qui, dans les années 1850, consolida le contrôle français et stoppa l'expansion des dirigeants locaux. La France avait un rêve, bâtir un empire continu, de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Mais cette ambition était directement en conflit avec les intérêts britanniques. L'affrontement le plus critique a eu lieu en 1898. À Fashoda. Là, les expéditions de marchands, du côté de la France, et de Kitchener, du côté de la Grande-Bretagne, se rencontrèrent face à face dans le Haut-Nil. La tension était maximale. Pendant des semaines, le monde était au bord d'une guerre entre deux géants. Finalement, la France a décidé de se retirer. Éviter un conflit ouvert, et reconnaître la suprématie britannique dans la région. Cet épisode fut un tournant, qui, des années plus tard, allait changer les alliances en Europe. Pendant ce temps, en Afrique australe, la situation continuait à s'embraser. La découverte de l'or au Transvaal, en 1886, a intensifié la cupidité britannique. Les tensions avec les colons Boers, descendants des Hollandais, ont conduit à une guerre sanglante entre 1899 et 1902. La Grande-Bretagne a utilisé des tactiques de guerre totale. Destruction de fermes, et création de camps de concentration pour civils. Finalement, l'Empire a réussi à s'imposer, consolidant sa domination sur l'Afrique du Sud. Dans le même temps, la France restait inarrêtable au nord. L'Algérie a été progressivement conquise, mais c'est en 1871 que débute une colonisation structurée. En 1881, ils établirent un protectorat en Tunisie. Et plus tard, en 1912, ils consolidèrent leur contrôle sur le Maroc. En Afrique de l'Ouest, l'expansion a été intense. Du Sénégal, la France a créé un réseau de territoires qui comprenait la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Dahomey. La Grande-Bretagne, pour sa part, a renforcé sa présence au Nigeria et en Sierra Leone, en sécurisant des enclaves clés pour le commerce mondial. Mais l'impérialisme ne se limitait pas à l'Afrique. En Asie, le processus s'est poursuivi dans la même logique de contrôle et d'expansion. La Grande-Bretagne a consolidé sa domination en Inde après la rébellion de 1857. Et s'est étendue en Birmanie. La France renforce sa présence en Indochine, tandis que la Russie avance en Asie centrale. Et puis, la Chine est devenue la cible de tous. En 1897, l'Allemagne occupe le port de Kiaosho. La Russie s'installe à Port Arthur. La France et la Grande-Bretagne élargissent leurs concessions commerciales. Ce processus a fragmenté la souveraineté chinoise, sans qu'une colonisation formelle soit nécessaire. Mais il y a eu de la résistance. En 1900, la rébellion des Boxers a tenté d'expulser l'influence étrangère. Cependant, une coalition internationale est intervenue militairement et a réprimé le soulèvement, consolidant encore davantage le contrôle sur la Chine. Les États-Unis sont également entrés sur la scène mondiale. En 1898, après la guerre contre l'Espagne, elle occupa les Philippines, élargissant sa présence dans le Pacifique.
À mesure que la carte du monde se remplissait de territoires contrôlés, la possibilité d'une expansion ultérieure disparaissait. Les puissances ne rivalisaient plus seulement pour les terres, elles rivalisaient pour survivre à l'équilibre qui les opposait. Le système impérialiste avait atteint sa limite. Et sous cette apparente stabilité, s'accumulaient les conditions qui conduiraient le monde vers un conflit bien plus grave. Ce que vous venez de voir n'était pas seulement une expansion territoriale. C'était un changement de système. Les puissances européennes n'ont pas agi par hasard. Ils ont agi par nécessité économique, par contrôle stratégique et par projection de pouvoir. L'Afrique et l'Asie n'étaient pas l'objectif final. Ils étaient le terrain d'essai. Chaque territoire occupé accroît la tension. Chaque avancée réduisait l'espace disponible pour les autres. L'équilibre est devenu fragile. Extrêmement fragile. Et lorsqu'il n'y eut plus de territoire à distribuer, la concurrence cessa d'être indirecte. Et c'est devenu direct. C'est ce qui explique la suite. Parce que l'impérialisme n'a pas seulement créé des empires. Cela a créé le scénario parfait pour une guerre mondiale.